Bonsoir. Merci Miloud, merci aux amis d'Averroès d'avoir organisé cette soirée autour de Camus. On va procéder de la manière suivante. Chacun des intervenants va prendre la parole pendant un petit quart d'heure, puis on va avoir un échange pour parler de Camus. On a déjà un peu commencé avant d'arriver dans cette salle. On s'est dit, est-il possible de dépasser la polémique autour de Camus? Est-ce que le temps est venu de dépasser un peu cette polémique autour de positions que je trouve peut-être assez, qui ne sont pas toujours proportionnelles à la réalité de ces positions par rapport à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, etc. Sachant que c'est un grand écrivain, est-ce qu'il est possible d'étudier l'œuvre sans tenir compte de ça? Est-ce qu'il est possible de parler de toutes ces questions-là sans parler de l'œuvre? Alors, Camus nous pose un vrai problème en soi, hein, c'est-à-dire celle d'un intellectuel de son temps qui était très branché sur les questions d'actualité, d'autant plus que il a été toute sa vie journaliste, hein, il a fait du journalisme quasiment jusqu'à... il a même été un journaliste professionnel pendant très très longtemps, donc il était vraiment en phase avec ce qui se passait dans le monde, chez lui, etc. Et est-ce qu'il est possible donc de parler d'un intellectuel, d'un journaliste de cette envergure en faisant abstraction de ses engagements, de la façon dont il a apprécié, notamment le processus de décolonisation en Algérie, qui est sa terre natale? Est-ce qu'il est possible, d'autant plus que pour nous, Algériens, ça se complique par une question subjective. Donc, il se pose des questions qui sont compliquées. Tout le monde n'aura pas le même point de vue, vous allez le voir ce soir, comme d'habitude, hein, je veux dire, c'est peut-être ça qui nous fait avancer. C'est parce que Camus, évidemment, c'est très difficile d'imaginer aujourd'hui, quand on connaît la fin de l'histoire, enfin la fin du film, les positions de l'époque, c'est très facile de dire il aurait dû, etc. Mais quand même, comparativement à d'autres écrivains, etc., il y a quelque chose quand même qui pose question dans l'appréciation qu'il a eue de l'évolution du processus qui a mené à l'indépendance d'Algérie. C'est-à-dire que c'est un processus historique qu'il n'a pas évalué peut-être dans ses dimensions exactes. Alors, je vais commencer par donner la parole à Patrick de Merler. Je prononce bien. Oui, d'accord. Qui lui n'a rien à voir avec cette question subjective. C'est-à-dire, il étudie Camus comme un écrivain, point à la ligne, et qui a fait un travail quand même qui manquait dans la galaxie camusienne. C'est un travail sur Louis Germain, quelqu'un qui a été très important dans la vie de Camus et surtout dans sa formation intellectuelle, etc., puisque c'était son fameux instituteur de Bellecour. Donc je vais commencer par lui donner la parole, et puis après je donnerai la parole à Martine Job, et puis enfin à Noël Ben Malek, et après on fera un échange. Voilà. Bon, bonjour à tous.
Moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que tout le monde est d'accord pour dire que Louis Germain a beaucoup compté dans la vie d'Albert Camus. Alors, ce nom, bien connu maintenant, quand est-ce qu'il apparaît par rapport à Camus? En fait, il apparaît à l'apparition du Premier Homme, en 1994, c'est-à-dire 34 ans après l'accident qui a causé la mort de Camus. Bien que dès 1958 aient paru les discours de Suède dédicacés à M. Louis Germain. Mais ce n'est qu'en 1994 qu'on découvre vraiment l'importance de Louis Germain dans la vie de Camus. Il le décrit très précisément, même si Le Premier Homme n'est pas vraiment une autobiographie, malgré tout, c'est un récit qui s'appuie sur ce qu'il a vécu enfant et plus tard. Et donc, quand il a le prix Nobel en 1957, Camus lui envoie une lettre. C'est la seule chose que vous aviez jusqu'alors. Si vous tapiez Louis Germain, vous aviez la lettre que Camus lui envoie, une lettre de reconnaissance très touchante. Tous les enseignants aimeraient recevoir cette lettre en disant sans vous, sans votre main secourable, rien de tout ceci ne serait arrivé. Enfin voilà, une lettre qui est accessible à tous très facilement. Après, on peut s'interroger comment ça se fait qu'un type qui a le prix Nobel, 34 ans après avoir quitté l'école primaire, s'adresse à son instituteur. Je suppose que vous, jamais vous êtes intéressé à votre instituteur de CM2, ou le remercier parce que vous avez reçu la Légion d'honneur ou je ne sais pas quoi. Hein. Bon, parce qu'en fait, entre 1923, où le jeune Albert Camus quitte l'école primaire pour entrer au Grand Lycée d'Alger, avant qu'il s'appelle Lycée Bugeaud à l'époque, et 1957, eh bien, il s'est passé des choses. Et ces choses, c'est quoi? Louis Germain était, certes, instituteur, mais c'était surtout un grand patriote. Il a consacré plus de 10 ans de sa vie sous l'uniforme. Déjà, le service militaire, il est né en 1986, donc service militaire 1906-1908. Puis, toute la guerre de 14, 1914-1919, et en 1942, lorsque les Alliés débarquent à Alger, la fameuse opération Torche, Louis Germain, ça c'était en novembre, hein, enfin vous savez ça, Louis Germain, le 1er décembre, s'engage dans les francs-tireurs algériens. Il a 58 ans. Et donc, alors, je ne suis pas sûr qu'il aille au combat, parce que Louis Germain était surtout un grand musicien, un clarinettiste qui jouait à l'Orchestre national d'Alger, qui était professeur au conservatoire. Mais en 1941, il a eu des ennuis avec le gouvernement de Vichy, qui voulait, parce qu'il était sympathisant communiste, puisqu'il était membre actif de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, laquelle est plus ou moins sous, disons, la philosophie, on va dire, du Parti communiste, bien qu'il n'ait jamais adhéré. Hein. Mais il y a eu une enquête pour savoir si vraiment il était militant, dangereux, etc. Et donc, on voulait le priver de ses revenus, hein, aussi bien à l'orchestre qu'au conservatoire. Et c'est peut-être ça qui l'a poussé à s'engager le 1er décembre 1942. Et probablement, il a fait plusieurs campagnes qui l'ont... certainement comme musicien, parce qu'en fait, il est passé par l'Italie, etc. Donc, je pense que dans toutes les armées, il y a de la musique qui suit, quoi. Hein. Donc, il devait être musicien. Et il termine donc en 1945 à Paris. En 1945 à Paris. En octobre 1945, avant de retourner en Algérie, à Alger, puisqu'il est d'Alger, hein, voilà, il dit « Ah, tiens, quand même, je vais essayer de rencontrer mon ancien élève ». Et là, il lui envoie une lettre, alors il y va sur les œufs, « Ah, vous allez bien être étonné, qui c'est qui vous écrit, qui c'est qui t'écrit, qui se permet, etc. » Bon, il y va sur les œufs, et là Camus va lui ouvrir ses bras, « Ah, monsieur Germain, pourquoi n'avez-vous pas fait ça plus tôt ?» Voilà. Et à partir de là, donc, 1945, jusqu'à la mort de Camus, puisque Louis Germain survivra à Camus, bien qu'il soit beaucoup plus âgé, démarrant une amitié qui s'est concrétisée par des échanges de courriers. Il y a des lettres hein, qui sont d'ailleurs dans le livre. Et donc voilà. Ce qui
explique pourquoi, quand il a eu le prix Nobel, il s'adresse à Louis Germain. Ils sont amis depuis 12 ans, en fait. Hein, voilà. Donc, ils sont passés d'une... C'est assez rigolo, parce qu'ils sont passés d'une relation de maître à élève à une relation d'adulte à adulte, et après, une fois que Camus a pris de plus en plus d'importance sur le plan littéraire, c'était lui le maître. Et d'ailleurs, il y a une lettre qui est assez touchante, quand Camus songe à écrire Le Premier Homme, il demande à Louis Germain de lui faire un petit topo sur ce qu'il se souvient de l'école. Et Louis Germain lui dit « Ah, je ne sais pas comment tu vas prendre mon petit topo, maintenant c'est moi qui suis l'élève. » Hein, voilà, il fait ça. Et hélas, pour des raisons que je pourrais développer si vous voulez, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, là. Bon, voilà. Et là, ce topo a disparu. Bon, voilà. Donc, jusqu'en 1960, Louis Germain est donc l'ami de Camus. Camus décède, donc évidemment, c'est une énorme perte. Et Louis Germain, quelques années plus tard, il a 80 ans, il dit quand même, je vais... Alors, oui, on est en 64, et en 64, Louis Germain est toujours en Algérie. Il n'a pas quitté l'Algérie après l'indépendance, il est resté là-bas. Il y est mort en 66. Mais en 64, il décide de faire don, enfin de déposer toutes ces reliques, il appelle ça ses reliques, c'est-à-dire les lettres qu'il a reçues, les livres dédicacés que Camus n'oubliait jamais de lui envoyer, et même des livres d'autres, de chez Gallimard, enfin voilà. Et donc il écrit au directeur de la BNF en disant voilà, j'ai des documents, il faudrait qu'ils soient conservés, est-ce que ça vous intéresse, etc. Évidemment, le directeur de la BNF lui répond, bien sûr, envoyez-moi tout ça. Mais entre-temps, il doit déménager. Il déménage pourquoi? Il déménage parce qu'il habite la rue Rovigo et son épouse, une jeune femme. Une très jeune femme. Lorsqu'il a 68 ans, Louis Germain se marie avec une femme de 34 ans, qui a un enfant déjà, peu importe. Toujours est-il qu'elle, elle travaille toujours, et elle travaille à la mutuelle des enseignants, qui se trouve rue Messonnier, c'est-à-dire qu'elle doit traverser la moitié d'Alger pour s'y rendre, et certainement, elle n'est pas très rassurée, puisque, enfin bon, hein, une jeune femme en Algérie en 1964, je vous contredirai si je me trompe, j'y étais pas, mais certainement, c'est pas facile. Donc il décide de déménager et d'aller habiter rue Messonnier. Il loue un truc rue Messonnier, et entre deux déménagements, quelqu'un s'installe dans son appartement de la rue Rovigo, et donc il est obligé de laisser ce qu'il n'a pas pris le premier coup, dont un certain nombre de documents qui concernaient Camille, dont ce fameux petit topo. Voilà. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est pourquoi moi je me suis intéressé à Louis Germain, évidemment. Alors, bon, déjà, je suis un admirateur de Camus, j'ai lu, je lis, je continue de faire des recherches, je publie dans les chroniques camusiennes le résultat de mes recherches, et je connaissais le nom de Louis Germain. Et puis en 2010, je rencontre une femme qui deviendra ma compagne, qui est actuellement toujours ma compagne, qui me dit « Mon père est de la famille de Louis Germain ». Oui, bon, bah d'accord. Et puis après. Et puis, là on est en 2010, en 2013, il y a à Montauban un festival littéraire qui dure une semaine, et là, le thème, c'était Camus, le centenaire. Et donc, nous y allons, on feuillette, on discute avec notamment Inès Espiquel, etc. Et puis, je regarde le cahier de Lerne, et dans le cahier de Lerne, qu'est-ce que je découvre? 5 ou 6 lettres de Louis Germain et de Camus. Ah, mais je dis, mais alors, ça change tout, ça. Parce que s'il y a une correspondance, c'est qu'il y a un autre lien que l'instituteur, point. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai entamé des recherches, j'ai essayé d'obtenir des autorisations de ses ayants droit, en l'occurrence une petite fille,
qui est décédé depuis, et qui nous donne l'autorisation d'aller à Aix et puis de consulter la correspondance entre Louis Germain et Camus, ce que nous avons fait. Et elle dit, mais si vous voulez des renseignements, allez voir Christian Dorchin. C'est comme mon frère. En fait, c'est le fils de la troisième, femme de Louis Germain. Parce que quand Michel Onfray dit qu'il vit seul avec un canari, il n'a pas bien cherché. Hein. Parce que ça, c'est ce qui est écrit là. Or, on sait bien que Camus ne résiste pas au lyrisme, etc. Donc, il ne vit pas seul avec un canari. Il a toujours été accompagné. C'est un bel homme. Il a des revenus. Donc, il plaît, hein, voilà. Et donc, cette dame, André, a un fils de 10 ans quand elle le rejoint en 1947. Ce fils vit toujours, et en Haute-Garonne, incroyable mais vrai. Il habite vers Aspect, là-bas dans un petit village. Évidemment, nous l'avons rencontré, ma compagne et moi, nous sommes devenus amis, même s'il est très très malade, et puis il a 86 ans maintenant, hein, très très malade, et on craint pour sa vie, hein, voilà, il est avec son épouse, et grâce à lui, j'ai eu énormément de renseignements. Les clarinettes, il a tout le stock de clarinettes, il a tout le stock des partitions à noter, etc. Voilà la genèse de cet ouvrage qui comprend non seulement la vie de Louis Germain, mais où est-ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Camus le personnage, enfin, je veux dire, la personnalité de Louis Germain, soit comme instituteur, soit comme médecin. Par exemple, dans Les Muets, une nouvelle publiée dans l'Exil et le Royaume, c'est l'histoire d'un... Ben, ça se passe dans une tonnellerie, etc. Enfin, vous connaissez peut-être la photo de la tonnellerie, là, hein, voilà. Et donc il y a un accident et on appelle le docteur. Ben, comme par hasard, il s'appelle Germain. Voilà, et ainsi de suite. Dans l'autre, l'instituteur, c'est typique Louis Germain. Voilà. Donc j'ai essayé de faire le lien. Voilà, parce qu'il y a une sorte de même champ sémantique entre instituteur, médecin, Germain, le prénom Germain, et Bernard. Parce que dans le premier homme, il l'appelle Monsieur Bernard. Et comme par hasard, dans La Peste, Rieux, il s'appelle Bernard aussi, et ainsi de suite. Voilà. Bon, ça c'est... Voilà. Et donc, il y a ça. Et puis, qu'est-ce que devient le nom de Louis Germain après la mort de Louis Germain? Aujourd'hui, son nom est donné à des écoles, à des rues, à des places. Par exemple, le collège de Saint-Jean-de-Védas, c'est le collège Louis Germain. Bon, voilà. Donc, Louis Germain survit à lui-même. Hein, voilà. Donc, alors, je répondrai à des questions. Oui, j'en ai une, hein, déjà. Vous avez dit qu'il était patriote, etc. Mais en même temps, après l'indépendance de l'Algérie, il est resté en Algérie. Ça veut dire qu'il était pour l'indépendance. Absolument. Et est-ce qu'il y a dans sa correspondance avec Camus, de cette période, est-ce qu'il parlait de cette question-là, de l'indépendance Alors, ils en ont parlé, mais rien n'écrit. Rien n'écrit. Même alors, Christian, le fameux Christian, qui avait une vingtaine d'années à cette époque-là. Alors, dès que Camus rentrait chez Louis Germain, Christian, dans ta chambre. Il avait 20 ans, hein. À l'époque, ça rigolait pas, parce qu'il est réputé pour être très sévère, hein, ce monsieur, hein, l'instituteur, hein, très sévère, ça rigolait pas. Hein. On buvait de l'eau d'abord, hein, voilà, et il parlait arabe très très couramment, etc. Enfin voilà. Donc lui, une fois, il a entendu des éclats de voix, ce qui était jamais arrivé. Or, ces éclats de voix résultaient d'une grande différence de point de vue sur le destin d'Algérie. Voilà. Et ce qu'on sait, c'est qu'il a toujours défendu ça. Louis Germain, il a toujours été pour l'indépendance. Lui, il se sentait algérien, il voulait être algérien. Voilà. Donc de nationalité algérienne. Après, il a un peu déchanté parce que ça ne s'est pas passé l'intégration n'a pas été si simple, je pense. Voilà.
Mais en tout cas, il est resté là-bas avec son épouse jusqu'à sa mort en 1966. Sa dépouille est au cimetière d'El Billard. Voilà. Là aussi où il y a les héros de l'indépendance, hein, et puis même Abdelkader, je crois bien. Voilà. 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 Je voulais juste ajouter que Germain est issu d'une famille de pieds noirs installée à Saïda. Voilà. Alors, là, le débat, on le fera après. Hein. Je vais passer la parole à Martine. Voilà. Je vais la prendre alors. Mon micro, tiens. Celui-là. Ouais. Alors, bon, je vais, moi, aborder Camus par la subjectivité, par ce qu'il a annoncé. Alors, je vais, un peu comme on disait dans les années 70, dire d'où je parle. Je suis née en Algérie. Moi, j'ai connu l'Algérie coloniale. Je ne suis pas tout à fait de la même époque que Camus. Il est né en 1913, moi en 1952. Mais j'ai passé mes 10 premières années en Algérie. J'ai connu cette Algérie qui était à la fois multiethnique, mais avec des séparations, des cloisons de verre, qui faisaient qu'il y avait des lieux où on se rencontrait, l'école par exemple, mais ça s'arrêtait à peu près là, sauf dans les villages, hein, parce que mes grands-parents habitaient un village, Bogari, où ça se passait très différemment. Il y avait davantage de complicité, de partage. Mais Blida, où j'habitais, m'a donné un aperçu de l'Algérie qu'a dû connaître Camus à Alger, c'est-à-dire une Algérie où les communautés étaient proches, mais en réalité ne partageaient pas le même mode de vie, voilà, et surtout pas la même considération dans la société. Donc j'ai ce rapport à la fois de proximité, de compréhension de ce qu'il a pu vivre, et en même temps de distance, parce que je suis universitaire et que j'ai commencé à relire Camus après que je l'ai lu comme lycéenne et étudiante. Quand j'ai voulu relire en tant qu'universitaire Albert Camus, j'ai essayé d'adopter des réflexes, on va dire, de distance, d'objectivité, c'est beaucoup dire, parce que dans la recherche, il y a aussi toujours une part de subjectivité, mais enfin, disons, j'ai essayé de ne m'impliquer que très peu. Donc j'ai écrit quelques articles et j'ai participé à des colloques, des débats pour être dans la norme, si vous voulez, de ma profession. Et puis ces dernières années, l'âge venant, et des rencontres aussi qui se sont faites, m'ont permis peut-être de me décentrer par rapport à cette position que j'avais adoptée, qui était une position de prudence, hein, parce que je sentais que si je commençais à laisser trop venir la subjectivité, bien précisément, il y aurait de l'affect, peut-être qu'elle allait chercher loin dans mon histoire personnelle aussi. Mais enfin, il y a eu des rencontres. Alors, quelles rencontres m'ont poussé à écrire différemment? D'abord, une discussion avec un de mes amis qui s'appelle Jean-Pierre Benisti et qui est le fils de Louis Benisti, un peintre et graveur qui a été un ami de jeunesse d'Albert Camus. Et donc, Jean-Pierre se rappelait ce que son père lui avait... D'abord, il a rencontré en une ou deux occasions petit Camus, donc il me présentait déjà un Camus vivant, incarné, et pas un Camus statufié, comme je l'avais peut-être un petit peu jusque-là posé. Voilà, et donc il me parle de ce que son père lui disait, avoir vécu auprès de Camus. Il avait été embarqué avec lui. Lui avait 30 ans, Camus 20, dans les aventures du théâtre du travail, du théâtre de l'équipe. Et il me parle de cette effervescence d'une jeunesse algéroise. Alors il y avait des peintres, des écrivains, des amateurs, enfin en germe, et des comédiens, bref. Ça me permet aussi de me représenter un Camus qu'on n'a pas l'habitude peut-être d'avoir en mémoire, un Camus de 20 ans, un Camus jeune qui a encore des doutes, qui ne sait pas ce que lui réserve l'avenir, qui a des tas de passions et qui devra choisir peut-être entre certaines d'entre elles.
Et Jean-Pierre me présente aussi des lettres qu'il avait gardées dans sa famille, des lettres de Camus, parce que lorsque ses amis, qui étaient très proches, très liés dans les années 34-35, se séparent, par exemple quand Louis va en Espagne parce qu'il a une bourse pour la Casa Velázquez, eh bien ils s'écrivent. Et ce sont des lettres de jeunesse, de jeunes gens, assez gauches quelquefois, assez maladroites, mais intéressantes parce que justement commencent à se mettre en place, à mes yeux, des caractéristiques, des traits de caractère, l'affectivité, l'hypersensibilité, je dirais, de Camus. C'est pas insensible, c'est un hypersensible. Et on le voit à la quantité de détails qu'il donne dans les lettres. Il y a aussi des détails du quotidien. Bref, voilà, ça me permet de me représenter un jeune homme. Et je me dis, bon, il y aurait tout un travail à faire sur les différents visages de Camus que l'on a. Qu'est-ce qui a été peut-être propulsé à partir du moment où il a eu le Nobel, quelles photos, quelle représentation on s'en fait. Donc ça commence à cheminer dans mon esprit, et puis je discute aussi un autre jour avec Elisabeth Daldoul, qui est une éditrice tunisienne, qui a une belle maison d'édition en Tunisie, qui s'appelle Elisade, et elle me dit, j'ai envie de mettre en place une collection dans laquelle je demanderai à des gens qui sont soit écrivains, soit universitaires, soit artistes, de me parler, de faire une lettre. Elle voulait une collection où on écrirait une lettre à une référence, quelqu'un qu'on avait particulièrement aimé parmi les références culturelles. Et je lui dis, peut-être que c'était une boutade dans mon esprit, peut-être que je pourrais enfin écrire à Albert Camus. Et elle me prend au mot, elle me propose d'écrire. C'est donc cet exercice que j'ai fait dans le livre qui est exposé, là, qui s'appelle Mon cher Albert, Lettres à Camus, où j'ai essayé de revenir sur la façon dont je m'étais emparée des images, des différentes images de Camus et de ses textes. Donc c'est à la fois alors ce n'est pas une biographie avec je dirais la déontologie de la biographie qui s'attacherait à donner des détails rigoureux, même si ce que je dis est vérifié, enfin je crois dans l'ensemble plutôt juste. Mais c'est à la fois évoquer la vie et les différentes images de Camus et la façon dont moi j'ai évolué par rapport à son œuvre. Alors je ne veux pas éluder la question de la position politique, j'y reviendrai, mais c'est vrai que spontanément, et d'abord, et pendant tout un pan des pages que j'écris, c'est le Camus jeune, hédoniste, qui, bien que pauvre, vit une sorte de bonheur immédiat au contact d'un pays qui lui procure lumière, émerveillement. Et il est à la fois profondément sensuel, donc inscrit dans le paysage, dans l'environnement, et en même temps déjà, je m'en rends compte, dans une sorte de fantasme mythologique. Ça veut dire que l'Algérie est d'emblée pour lui à la fois une terre bien réelle, bien concrète, à laquelle il restera viscéralement attaché, sur laquelle il a écrit des pages que tout le monde connaît, et que on peut, je crois, trouver très belles, aussi bien Os que Retour à Tipaza, qu'il écrit à 40 ans, et qui est peut-être plus, à mes yeux, un texte plus beau, plus fort encore que ce qu'il écrit à 25 ans. Donc il y a ce rapport réel, concret, et puis il y a d'emblée, on pourrait s'interroger, je ne veux pas faire de la psychanalyse dessous, mais il mythifie tout de suite cette terre, comme s'il y avait une difficulté à y trouver son inscription légitime. Voilà, donc c'est une terre où les Grecs ont installé et ont laissé des vestiges, où les Romains ont installé des sites magnifiques et où ils aiment se promener. Et en même temps qu'il est là, il est à la fois au milieu des pierres, il aime les pierres, il en parle merveilleusement, aussi bien que du soleil ou de la mer. Et il me semble qu'il édifie déjà une mythologie. Il dira dans des textes, l'endroit où je me trouve le mieux, c'est dans le mythe.
il construit un mythe. Le mythe de la Méditerranée. Je crois qu'il se vit méditerranéen. Alors, j'insiste sur ce point parce que je crois que son inscription dans l'Algérie en tant que colonie française, elle n'est pas très sûre, elle n'est pas très établie. Je veux dire que Camus ne se sent que moyennement français. C'est un Français de l'extérieur. C'est comme ça que Emmanuel Robles se qualifiait pour lui et pour Camus, Français de l'extérieur. Ce ne sont pas des Français du centre de la francité. Et je me reconnais assez bien. C'est pour ça que, voilà, je fais appel maintenant et sans pudeur à mes propres réactions. Il y a, quand on est né en Algérie, même si on a été du bon côté, puisque moi je viens d'une famille juive installée de longue date, ayant acquis la nationalité française, donc ayant été citoyenne française d'emblée, il y a toujours eu une inscription incertaine, ambiguë, dans l'identité française. Et Camus était de cette incertitude-là. D'ailleurs, vous le savez bien, en toute occasion, il précise qu'il est un Français d'Algérie. Quand il va recevoir le Nobel, dans son discours de réception du Nobel, il dit qu'il remercie le jury de Stockholm d'avoir justement distingué le Français et le Français d'Algérie qu'il est. Donc, voilà, ça me permet aussi de relire ou de lire Camus en projetant des choses que je sentais profondément. Il y a aussi, bien entendu, toutes les facettes de Camus. Je le redécouvre, je le relis à l'occasion de l'écriture de ce livre, à la fois comme écrivain, mais aussi comme journaliste. C'est un grand journaliste, je crois, on peut le dire. Et je m'émerveille quand même des prises de position qu'il a eues, moi qui suis née si longtemps après, enfin longtemps après lui, pas si longtemps, après lui, et qui n'ai pas eu, bon j'étais beaucoup plus jeune, mais qui n'ai pas vu autour de moi de telle conscience des inégalités criantes. À 25 ans, il écrit quand même des reportages qui sont d'un grand courage, je trouve, d'une grande lucidité. Et ce ne sont pas seulement, même dans Misère de la Kabylie, ce ne sont pas seulement des propositions d'aménagement économique, du genre aidons un peu plus, construisons un peu plus d'écoles, tout ce qu'on a pu dire à Camus en disant, bon, c'est un colonialiste de bonne volonté. Hein. C'est l'expression d'Albert Memmi pour qualifier ces positions où on a le sentiment que les gens étaient d'accord pour prolonger le système colonial avec un petit aménagement qui aurait donné un peu plus de bien-être aux colonisés. Non, il me semble qu'il insiste dans ses reportages sur l'importance de l'humiliation et de la nécessité, justement, si on veut créer un vivre ensemble acceptable, de donner de la dignité et d'accepter de permettre à des gens qui sont fiers de recouvrer leur dignité. Donc, voilà, je me mets, si vous voulez, à être admirative de ce jeune homme de 25 ans qui écrit ça dans des journaux à Alger, alors que la municipalité était franchement réactionnaire, et qui s'est trouvé d'ailleurs en but, hein, dès que la municipalité a pu le faire, aux approches de la Deuxième Guerre mondiale, qui a essayé et réussi à interdire la publication du journal dans lequel travaillait Camus, hein, Alger républicain, qui était devenu Soir républicain. Donc je suis sensible aussi à tous ces, comment dire, à tous les détours qu'il a dû faire avant d'arriver à être le Camus qui est reconnu mondialement. Les petits boulots qu'il a exercés, le fait qu'il ait dû aller en France à contre-cœur, en quittant une Algérie. Il y avait bien sûr, chez des jeunes gens qui avaient des ambitions artistiques, un rêve de Paris, mais sans plus. Je pense qu'ils n'auraient pas souhaité partir d'Algérie. C'est un peu les nécessités. Il a dû travailler, il a dû aller chercher du travail à Paris, qui l'ont poussé à aller s'installer en France une première fois en 1940, et puis ensuite, à partir de 1942, bon, l'aventure de combat l'entraîne dans une passion journalistique qui l'inscrive durablement à Paris, même s'il revient en Algérie.
Donc je vois qu'il y a un petit éloignement, probablement perd-il un peu le fil, le lien, on va dire, étroit avec cette terre algérienne, mais il a quand même, me semble-t-il, une honnêteté, enfin une sorte de volonté d'être au plus juste de ce qu'il pense. Et je relis aussi, donc à partir du détour que j'ai fait moi-même sur les écrits journalistiques, je reviens au texte littéraire et je relis L'étranger, je relis La Peste. Alors je vois que justement, dans La Peste, il parle des reportages qu'il faudrait faire lorsque le journaliste Rambert vient dans la ville d'Oran. Et je vois qu'il y a des petits éléments de réel qui viennent dans les textes, mais qui sont comme laissés à la porte du récit. C'est-à-dire que c'est là, dans une sorte de marge, et ça n'entre pas véritablement dans le récit. Et c'est ce que je vous disais, comme s'il avait une peur d'aborder le réel, ou en tout cas une réticence à aborder frontalement la situation coloniale, pour la porter dans un récit. Et il écrit des mythes, enfin aussi bien L'étranger que La Peste, sont des allégories qui sont en fait des constructions de grands mythes. Et le propre du mythe, c'est d'être ambigu, c'est-à-dire d'être interprétable de diverses façons, d'où les polémiques, déjà dans les débats littéraires, et a fortiori si on veut lire les textes littéraires avec une vision aussi politique, les débats incessants, les textes sont ambigus. Et cette ambiguïté a fait probablement beaucoup pour la notoriété de Camus. Bon, ces deux grands textes, je relis tout bien sûr, hein, je relis les essais poétiques, je relis les pièces de théâtre, et je reviens au Premier Homme, qui est quand même un texte tout à fait étonnant, dont on ne saura jamais exactement ce que Camus voulait en faire, hein, puisque c'est un brouillon et qu'il retravaillait beaucoup ses textes. Mais enfin, je dirais, là, il renonce au mythe. Et il essaie d'aborder, justement, sur le mode réaliste, la représentation de l'Algérie. Et il me semble que si tout le monde reconnaît la qualité des premières pages, celles qui ont été vraiment rédigées, en disant c'est merveilleux, il y a, et c'est vrai, une restitution avec une force puissante, hein, des odeurs, des sensations de l'enfance et des peurs aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Des peurs, il en parle avec justement beaucoup je dirais d'honnêteté, des peurs qui pouvaient être ressenties dans la communauté des petits blancs vis-à-vis de la majorité arabe et kabyle qui justement était cette grande inconnue, hein, ces grands voisins inconnus. Il y a de très belles pages sur justement ce sentiment qui traversait de temps en temps les consciences. Ça réveille aussi probablement des sensations ou des pensées qui ont été les miennes lorsque j'étais enfant et que j'ai entendues après dans les discours familiaux. Mais je reste aussi extrêmement attentive aux notes qu'il avait écrites et qu'il se proposait justement de développer. C'est tout à fait passionnant parce qu'on voit qu'il y avait des personnes, enfin, on en reparlera, des personnages d'arabes et des personnages de tous niveaux sociaux et surtout des intellectuels formés à l'occidental mais ayant gardé justement leur repères culturels et ayant une conscience politique. Donc je me dis qu'il y aurait eu grand avantage, enfin on aurait été merveilleusement étonné et intéressé s'il avait pu continuer ce récit qui aurait peut-être modifié, donné encore une autre image de lui que celle qui nous reste, un Camus qui est resté, on va dire, sur la position développée en tant que journaliste, se refuse, enfin, clairement et systématiquement et de bout en bout anticolonialiste, mais se refusant à envisager une séparation
une indépendance, pour le dire clairement, une séparation de l'Algérie, de l'espace culturel qui était pour lui l'espace mythique dans lequel il se sentait à l'aise. Donc je regrette profondément cela, et je suis aussi frappée par je vais terminer là-dessus, par une note qui apparaît dans les brouillons, où il dit « Ce texte doit rester inachevé ». Et dans le fond, c'est mon interprétation, je pense qu'il savait que son témoignage littéraire, avec toute la mise en forme esthétique, imaginaire que ça comporte qu'un travail littéraire, il savait que son travail était limité, ou en tout cas ne valait que pour ce qu'il était, c'est-à-dire un petit blanc, et qu'il y avait dans le fond à attendre que d'autres voix prennent le relais pour parler de l'Algérie, de leur Algérie. Voilà, hein, je pense qu'il avait cette conscience très aiguë, que peut-être dans le texte littéraire il était allé au plus loin, que dans les textes journalistiques il y avait eu des points de butée, de très beaux combats qu'il avait menés, mais peut-être aussi des seuils qu'il n'avait pas pu franchir. C'est un homme de fidélité, hein, fidélité à son instituteur, fidélité aux siens, fidélité à tous ces petits colons qui étaient venus, qui étaient des gueux, hein, qui étaient des gens pauvres, qui avaient tout abandonné, rien transmis de tradition. Probablement pensait-il qu'ils ne pouvaient pas envisager qu'ils ne puissent pas rester en Algérie, qu'ils avaient conquis le droit aussi à rester en Algérie. Donc ça, c'est en tant que journaliste, quand il s'exprime. Mais en tant qu'écrivain, je pense qu'il avait le sentiment qu'il avait livré une part de la représentation de l'Algérie et que d'autres devaient lui succéder qui en donneraient une autre facette. Merci Martine de nous offrir autant de matière à débat. Je vais passer la parole à Anouar qui, lui, va aller directement au cœur de la polémique, je pense. Dans le noyau nucléaire, là, atomique. En fait, on s'est entendu avec ma voisine de faire le numéro du bad cop, good cop. Voilà. En fait, pour moi, il y a trois Camus. Le Camus romancier, le Camus romancier avec tous ses chefs-d'œuvre, le Camus philosophe, l'homme révolté, etc. Et puis le Camus politique. Le Camus politique, par exemple, dans ses chroniques algériennes. Alors, si l'histoire arrive à rarement donner tort à un romancier, parce que le romancier, c'est l'ambiguïté, c'est les transports de l'esprit, de l'âme, etc. L'histoire, par contre, peut donner tort à un homme politique. Et quand il écrit des textes politiques, il est un homme politique. Alors, j'ai donc préféré ne pas parler directement, donner mon opinion, mais vous lire des textes, des extraits de textes de Camus, tirés des chroniques algériennes qui datent de 1958. Alors 1958, c'est 4 ans après le début de la guerre, c'est l'année du retour du général de Gaulle, et donc voilà, les perspectives quant à la continuation du colonialisme ont beaucoup changé, et donc beaucoup de monde de par la planète commence à considérer que la possibilité d'une Algérie indépendante n'est plus du tout du domaine de la chimère. Alors, par exemple, dans l'avant-dernière chronique algérienne, Camus dit la chose suivante. Si bien disposé qu'on soit envers la revendication arabe, on doit cependant reconnaître qu'en ce qui concerne l'Algérie, l'indépendance nationale est une formule purement passionnelle. Les Arabes peuvent du moins se réclamer de leur appartenance non à une nation, mais à une sorte d'empire musulman, spirituel ou temporel. Spirituellement, cet empire existe, son ciment et sa doctrine étant l'islam. Mais il existe aussi un empire chrétien, au moins aussi important, qui n'est pas question de faire rentrer comme tel dans l'histoire temporelle. Pour le moment, l'empire arabe n'existe pas historiquement, sinon dans les écrits du colonel Nasser, et il ne pourrait se réaliser que par des bouleversements mondiaux qui signifieraient la Troisième Guerre mondiale à brève échéance.
Il faut considérer la revendication d'indépendance nationale algérienne en partie comme une des manifestations de ce nouvel impérialisme arabe dont l'Égypte, présumant de ses forces, prétend prendre la tête. C'est Camus qui le dit. 58, 2 années après 2 événements extrêmement importants de part et d'autre, l'agression soviétique en Hongrie et l'agression franco-anglo-israélienne en Égypte. Camus écrit texte admirable contre l'intervention soviétique en Hongrie et ne dit rien sur ce qui maintenant semble être tout à fait banal, le fait qu'un pays reprenne la possession de son propre territoire. Bon, alors, moi je suis mathématicien, j'enseigne des mathématiques à l'université. Si par exemple quelqu'un me dit, allez je prends un exemple idiot, les nombres pairs, c'est 1, 3, 5, 7, etc. Il peut dire ce qu'il veut, évidemment, ce ne sera pas pour autant des nombres pairs. Donc, ce que dit quelqu'un d'une définition n'est valable que si l'objet qu'il acquiert dans cette définition correspond à cette définition-là. Alors tout ça, toute cette, comment dire, cette entrée en matière, c'est pour la dernière chronique, la toute dernière chronique qu'il écrit sur l'Algérie. Alors, il dit, le seul régime qui, dans l'état actuel des choses, rendrait justice à toutes les parties de la population, m'a paru longtemps celui de la fédération articulée sur des institutions analogues à celles qui font vivre en paix dans la Confédération helvétique des nationalités différentes. Mais je crois qu'il faut imaginer un système encore plus original. La Suisse est composée de populations différentes qui vivent sur des territoires différents. Ces institutions visent seulement à articuler la vie politique de ces cantons. Bon, évidemment, l'Algérie n'est pas dans ce cas-là. L'Algérie, au contraire, offre l'exemple rarissime de populations différentes imbriquées sur le même territoire. C'était pas si rarissime puisqu'il y avait un pays tout au sud tout au sud de l'Afrique où il y avait des populations différentes réparties de manière intriquée dans un même territoire. Je vous laisse définir le nom. Ce qu'il faut associer sans fondre, puisque la fédération est d'abord l'union des différences, ce ne sont plus des territoires, mais des communautés aux personnalités différentes. Alors il cite la solution de M. Marc Loriol, illustre inconnu, professeur de droit à Alger, même si l'on n'approuve pas tous ses attendus, me paraît à cet égard particulièrement adapté aux réalités algériennes et pourra donner satisfaction aux besoins de justice et de liberté de toutes les communautés. Pour l'essentiel, elle unit les avantages d'intégration et du fédéralisme. Alors, à cet effet, elle suggère de créer dans un premier stade 2 sections au Parlement français. Alors, on sent bien compte, hein. Imaginez que ça c'est l'Algérie et éparpillé, il y a 9/10 d'Algériens et 1/10 de Français, mélangés, etc. Donc, ce n'est pas des territoires différents. J'insiste, c'est mon côté, disons, de mathématicien, comme dit ma chère collègue. Donc, alors, elle suggère donc de créer dans un premier stade 2 sections au Parlement français, une section métropolitaine et une section musulmane. La première comprendrait, alors là, le mathématicien commence à lever les oreilles. La première comprendrait les élus métropolitains et les élus français d'outre-mer. La seconde, et ça me fait toujours marrer, la seconde, les musulmans de statut coranique. Que veut dire un musulman s'il n'est de statut coranique? Et puis cela veut dire qu'il y a 2 catégories en Algérie, les Français et puis tous ceux qui ne sont pas français, qui sont, donc pour Camus, c'est un philosophe d'une finesse remarquable, c'est un très grand écrivain, spécialiste des nuances. Donc pour lui, tous les autres, ce sont des musulmans de statut coranique. La règle de proportionnalité, ajoute-t-il, serait strictement respectée pour l'élection. Alors, donc il dit, la section musulmane délibérerait à part pour toutes les questions intéressant les musulmans et elle seule. Le Parlement en séance plénière, français et musulmans compris, aurait compétence pour tout ce qui concerne les 2 communautés,
ou les deux communautés, la métropole, etc. Les autres matières, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le Parlement français, il y aurait donc deux sections. La section des Français, qu'ils soient Français d'Algérie ou Français métropolitains, et en Algérie, les musulmans de statut coranique. Ça veut dire déjà dès le départ, on se dit donc que le français, ça peut être français juif, un français maltais, un français italien, etc., etc. Enfin bref. Donc le français aurait droit, ontologiquement, de faire partie de tout le Parlement français. L'arabe, c'est-à-dire l'arabe, le kabyle, le mozabite, etc., lui, il ne ferait partie que de la section des musulmans de statut coranique, donc MSC. Bon, donc voilà, dès le départ, on se dit de quel fédéralisme parles-tu? De quel nombre impair qui serait pair parles-tu? Un statut. Alors, il continue, pardon, je ne commente pas pour le moment. Donc, à un deuxième stade, après la période de rodage nécessaire à la conciliation générale, il faudrait tirer les conséquences de cette innovation. En effet, contrairement à tous nos usages, contrairement surtout aux préjugés solides hérités de la Révolution française, nous aurions consacré au sein de la République deux catégories de citoyens égales mais distinctes. Deux catégories de citoyens. Donc cela veut dire que je suis dans la rue, c'est Matteux qui parle, je suis dans la rue, je ne connais mon droit, la personne qui est en face de moi ne connaît mes droits et mes devoirs, qu'à partir du moment où je mets en exergue mon ethnicité, entre beaucoup de guillemets. Et donc un système où les gens sont entremêlés, par exemple, dans le territoire algérien de l'époque, les droits de l'individu ne dépendraient, en gros, que de son statut ethnique. Comment s'appelle, maintenant c'est le mathématicien qui parle, comment s'appelle un système politique où les droits des gens, dans un même territoire, dépendraient de leur statut ethnique? Ce n'est pas la fédération. Et ça, c'est Matteux qui parle. Donc, je me rappelle, moi, alors il continue, de ce point de vue, il s'agit d'une sorte de révolution contre le régime de centralisation et d'individualisme abstrait, et qui, à tant d'égards, mérite à son tour le titre d'ancien régime. Donc la notion de liberté, égalité, fraternité saute dans ce cas-là. Vos droits dépendent de la couleur de votre peau. En gros, ceux qui ont beaucoup de mélanine auraient moins de droits. Et en même temps, dans ce genre de système politique où votre place juridique dépend de votre ethnicité, etc., qu'arrive-t-il à ceux qui, par exemple, seraient nés d'un couple français, musulman de statut coranique? Ils sont où? Et donc on voit dès le départ que fonder un système sur ce genre de considération est, de manière étonnante, extrêmement éloigné dans ce qu'on pourrait appeler l'égalité ontologique des êtres humains. Alors, je n'ai jamais compris comment un esprit aussi brillant que Camus ait pu avoir des positions qui, s'ils étaient soutenus à l'heure actuelle, seraient considérées comme des populations tu continues à ma place, appartenant à l'extrême droite. Ranger les gens dans une société en fonction de leur ethnicité. Heureusement que Camus a une œuvre romanesque, parce que ça a beaucoup vieilli. Et pourquoi l'écrivain que je suis réagit? Il est en admiration devant Albert Camus, mais en même temps il comprend le pourquoi du retour sur la scène de Camus comme penseur. Parce que ça, en tout cas moi je l'ai vécu plusieurs fois, c'est souvent opposé aux écrivains algériens. Êtes-vous pro-camusien ou anti-camusien? Moi je suis ni l'un ni l'autre. Il se trouve que mon père était un musulman de statut coranique et que si l'Algérie n'avait pas été indépendante,
Camus aurait été français, comme il se définit lui-même. Et moi, j'aurais été musulman de statut coranique, avec des droits différents. Moi, je n'aurais pas eu le droit de siéger à l'Assemblée nationale, avec tous les pouvoirs que ça donne. Lui, si. En même temps, pour terminer sur une note personnelle, évidemment, j'ai lu tout Camus. Mais je peux vous assurer que, quand par exemple il parle de Tipaza, c'est un texte merveilleux. Et donc, voilà, la lumière, cette puissance de la sensualité dans une terre qu'il aimait tant. Et puis, à un moment, à la fin, il sort et il dit il y avait le vieil arabe qui vendait du thé. Et là, je comprends que le nouveau peuple dont parlait Camus, il ne m'incluait pas, moi. En tout cas, il n'incluait pas mon père. Et cette absence de celui qui était le principal constituant de la population de l'époque, de ce territoire qui s'appelait l'Algérie, qui s'appelle l'Algérie, eh bien, même à présent, quand je relis, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur. Je me rappelle, la première fois que j'ai lu La Peste, je lisais, etc., sans me rendre compte qu'il n'y avait pas d'arabe. Et puis en même temps, après, je me dis, mais c'est pas possible. Ils parlent d'Oran. Où sont les arabes de statut coranique? Comment? Comment? Mais même à Marseille, c'est oui. Dans La Peste, on a l'impression qu'ils parlent de Marseille. Oui, c'est tout à fait vrai, madame, ce que vous dites. On peut prendre tous les romans de Camus et au lieu de prendre l'Algérie, mettre notre territoire en France. Et cette absence-là ne peut pas être occultée quand on est algérien. Elle fait mal au cœur, parce qu'en même temps, on sait que c'est un grand écrivain. Voilà, on se dit, mais comment a-t-il pu s'aveugler à ce point quelqu'un qui est aussi, par exemple, qui comprend aussi bien la rage des Hongrois quand ils sont envahis par l'Union soviétique? Comment un tel personnage qui a une finesse d'écriture aussi extraordinaire peut-il ne jamais parler dans toute son œuvre du principal occupant, habitant d'Algérie, qu'il appelait d'ailleurs le problème quand un écrivain algérien, le Pharaon, lui disait mais pourquoi il n'y a pas d'arabe dans La Peste? Le Pharaon lui disait, Camille lui répondait, oui mais parce que j'aurais dû parler du problème. Voilà. Et donc, voilà, sur ça que je terminerai. Merci Anouar. Sa proposition de 2 chambres, c'est un peu les bureaux arabes au Parlement, c'est ça hein? Voilà, maintenant on va vous donner la parole, on va avoir un échange à la lumière de ces 3 interventions. Voilà, donc la parole est à vous, oui. Attends, je ne sais pas si c'est un système de micro. Alors, il faut l'allumer. Je suis concernée. D'accord. Très bien. Je laisse la parole aux autres. J'ai peut-être un peu la voix qui porte. Je suis assez étonné. Non, c'est pour l'enregistrement. C'est pour l'enregistrement. Ce que vous direz sera retenu contre vous. Et vous allez voir que ça va être plutôt contre vous. Ah, vous en prie. Alors, Il faut peut-être éteindre cela, non? C'est pas... je suis un peu étonné qu'on puisse parler de Camus et de la correspondance de Camus sans parler de Maria Casares. Une correspondance de 1944 à 1958, un pavé de 1000 pages. Et sincèrement, je trouve ça étonnant qu'on puisse parler du personnage, de l'homme, de l'écrivain, sans parler de ce qu'il appelait l'unique. Hein, vous avez dit qu'il a été fidèle à beaucoup. Bon, bref. 1, 2. Je vais avoir une interprétation très différente de la place d'arabe. Je ne sais pas si l'étranger et La Peste ou Tipaza, ça relève du mythe, la construction du mythe. Lui-même parle du cycle de l'absurde.
est-ce que ça ne participe pas à cette absurdité de la négation de l'arabe? Est-ce que c'est pas le summum de l'absurdité d'appeler le personnage principal de l'étranger l'arabe? Alors, on va peut-être pas répondre au coup par coup, mais on va réunir. Moi, je connais pas bien toute l'histoire, mais ce que j'ai entendu quand vous dites que le statut de ceux qui seraient ethnicisés, tout ça, il serait moins important que ceux qui seraient pas ethnicisés, qui seraient blancs, on va dire. Vous trouvez qu'il y avait une inégalité. Mais moi, je m'interroge, je me demande, est-ce qu'avant qu'il parle d'un statut quelconque, de ces deux statuts-là, en amont, quel était le statut des Algériens? Est-ce que ce statut-là dont il faisait, vous faites référence, est-ce que c'est pas déjà un progrès par rapport au statut antérieur? Et je me dis que peut-être c'était que ça, parce que vu l'écart incroyable qu'il y avait au niveau de l'égalité, il fallait y aller palier par palier, peut-être qu'il commençait comme ça, et je sais pas, je m'interroge. Oui, vas-y. En fait, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, en fait, dans cette histoire entre l'Algérie et la France. Les territoires, la Réunion, la Guadeloupe, etc., acquièrent l'égalité des droits entière, l'égalité entière des droits en 1945. Il n'y a pas question de tergiverser, comment on les a appelés d'ailleurs, les Français et je ne sais pas comment on l'appelle, mais en 1945, il n'y a pas de problème, égalité complète. Évidemment, Il n'y a pas d'indigènes. Comment? Il n'y a pas d'indigènes de la Réunion. Non, mais je veux dire... Il n'y avait pas de peuple autochtone. Oui, il y avait des esclaves. Non, ah oui. Les esclaves. C'est pas un peuple autochtone. Oui, mais il y a des esclaves. Les autochtones avaient été massacrés. Non, il n'y a pas eu de peuple. Non, il n'y avait personne à la Réunion. Non, mais je ne parle pas de la Réunion, pardon. Je parle de la Guadeloupe. Guadeloupe, etc. Les Indiens, comment s'appelle la région? Les Caraïbes. Les Indiens Caraïbes. Le nom vient des Indiens Caraïbes. Donc, tous seront massacrés, ont à peu près 70-80 ans. Bon, passe. Donc, pour les territoires, je vais dire la Réunion encore une fois, mais Guadeloupe, Martinique, etc. Aucune question. Égalité complète. Pourquoi pour l'Algérie, après les massacres de 1945, a-t-on aussi tergiversé? Pourquoi, à un moment où l'égalité des droits qui semblait naturelle pour un territoire très éloigné, pourquoi n'a-t-elle pas semblé, même à des esprits brillants, comme normal? Moi, je ne m'explique pas cet entêtement qui avait qu'évidemment la guerre était inévitable. Les gens du mouvement des libérations, etc., beaucoup avaient participé à la guerre contre les nazis. Et donc, ils étaient revenus avec la conviction que leur combat pour la République française allait être récompensé d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas été. On leur dit en 1958, alors que la guerre totale a déjà commencé en 1954, on leur dit, voilà, vous allez avoir quelque chose encore de bâtard. Et attention, l'indépendance n'est pas pour vous. Vous n'avez pas les moyens économiques, l'histoire donnera tort avec le pétrole, et surtout, vous allez déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc, ça m'étonne. C'est comme ça qu'on voit qu'un être humain est toujours un être humain. Il est inscrit dans son histoire. Il peut voir de manière très précise loin. Il est aveuglé souvent quand il s'agit de son propre vécu, etc. Que Camus n'ait pas vu cette aspiration profonde des Algériens à l'indépendance. L'indépendance signifiant d'abord et avant tout, je me rappelle même mon père, la fin de l'humiliation. Doul, ce qu'on appelle en arabe doul. C'est le fait que n'importe quel colon, aussi pauvre soit-il, avait une supériorité sur vous. Il n'était pas musulman de statut coranique. Et cette expression elle-même est extrêmement étonnante. Un autre phénomène qui, moi, m'a toujours semblé étonnant, je connais beaucoup de gens de pied noir, surtout, et j'ai des amis parmi les pieds noirs, mais la plupart
plupart, nés là-bas, etc., ne parlent pas arabe. Comment cela est-il possible de naître dans un pays et de ne pas parler la langue de la majorité du peuple dans lequel vous êtes, malgré vous, plongé? À part les pieds noirs des villages, etc., qui pouvaient parler mais le reste, cette coupure étant extrêmement nette, et surtout, il y avait une espèce de sentiment de canaler, que c'était se dévoyer à parler l'arabe. Et je connais des pieds noirs qui, bien après l'indépendance, ont commencé à vouloir apprendre l'arabe, parce qu'ils ont senti qu'ils passaient à côté de quelque chose, qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Alors, oui, on va lui donner la parole. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, bon, est-ce que tu voudrais répondre sur la question de l'absurde posée Alors, si tu me donnes la parole, je vais dire deux choses. Que je n'ai pas lu la dernière chronique d'Actuel sur l'Algérie comme toi. Qu'il me semble, pour répondre à votre question, qu'il y avait par exemple 2 collèges en Algérie qui étaient vraiment très inégalitaires. C'est-à-dire qu'il y avait une voix, un homme pour le premier collège, et il y avait, je ne sais combien, 7 ou 8 personnes qui devaient élire, qui ne représentaient qu'une voix, grosso modo. Donc, ce que Camus expose là, c'est effectivement un projet d'un juriste qui s'appelle Auriol, et qui propose, si j'ai bien compris, d'abord, un homme, une voix, c'est-à-dire égalité parfaite dans les élections, pour élire un parlement où il y avait effectivement des différences selon les questions dont il fallait s'occuper. C'est-à-dire, pour les questions culturelles concernant les musulmans, il y avait le Parlement musulman. Mais je n'ai pas compris qu'il y avait véritablement une scission qui faisait que... Le texte le dit, hein? Non, il y a des sessions plénières, si j'ai bien compris. Oui, mais il dit aussi que le député français d'Algérie est membre de droit du Parlement métropolitain. Oui. Non, mais c'est extrêmement important. Enfin, on ne va pas pinailler là-dessus, mais je pense que là... On est en train de jouer le truc du bâtiment. On avait décidé, hein, et on a dit qu'on se tapait dessus à la fin de la séance. Avant que... Une fois, j'ai participé à un débat, et le réalisateur de l'émission, et on était plusieurs écrivains, est passé auprès de chacun de nous et nous disait, pour nous dire, coupez, soyez agressifs. C'est ce qu'on dit. Voilà, vous avez bien réussi, mais on va essayer quand même... Je réponds à la question sur l'absurde. Oui, bien entendu. C'est en cela que je disais que c'est un mythe aussi. Parce que l'absurde, il peut être interprété à plusieurs niveaux. C'est l'absurdité de la situation coloniale, bien sûr. C'est une situation absolument absurde, où il y a des gens qui se côtoient sans se connaître, où il y a, parce qu'on est né arabe ou berbère, on est inférieur, où on n'a pas les mêmes droits, où on est mal considéré par rapport à ceux qui naissent avec des droits. Oui, je pense qu'il y a une situation coloniale qui est représentée de façon allégorique. Alors, le fait que les Arabes soient absents, il y a des milliers de pages qui ont été écrites là-dessus. C'est peut-être une ignorance ou une sorte d'aveuglement de Camus, ou c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire que Camus prend place après toute une production de littérature coloniale, avec Louis Bertrand, Randeau, enfin des écrivains qui ont mené qui se sont construits en mouvement littéraire, qui avaient des prix, etc. Et ils ne se privaient pas de représenter ceux qu'on appelait les indigènes. Ils représentaient les Arabes, ils les faisaient parler, ils parlaient pour eux. Et ils les ridiculisaient. Et donc, Camus écrit souvent qu'il écrit contre la littérature coloniale de ces Français qui, justement, avaient bien pris soin de représenter, il les nommait. Ce n'est pas parce qu'on nomme et qu'on met en scène dans un roman un arabe ou un kabyle que pour autant on n'a pas de façon pernicieuse l'occasion de les déconsidérer. C'était ce que faisait la littérature coloniale. Donc il s'interdit, par respect pour ceux dont il ne possède pas l'expérience intime, de parler en leur nom. Moi je crois on peut l'interpréter comme ça. Voilà. L'arabe doit donc rester cet être mystérieux, et et dans La Peste aussi, on pourrait montrer qu'il y a des petits indices. Et quand des écrivains comme Verhaeren ont reproché à Camus de ne pas avoir représenté les siens,
Il a répondu effectivement, si je l'avais fait, non pas j'aurais dû aborder la question, mais j'aurais écrit un autre texte. C'est-à-dire, tant qu'il est dans le projet de l'absurde, il doit représenter plusieurs situations possibles. La situation algérienne, une situation atemporelle, universelle, etc. Le nazisme, pourquoi pas, toutes les intrusions d'épidémies et de totalitarisme. Tout ça doit être représenté, c'est pour ça que c'est un mythe. Ça se réactualise sans arrêt. Mais il savait qu'il y avait la possibilité de faire un roman réaliste et de parler de la situation telle qu'on la vivait. Et il dit à Ferraoun, à Dib, c'est à vous de le faire. C'est à vous d'écrire ça. Voilà. Et il a bien fait d'ailleurs. Et il a bien fait, ils ont écrit. Et pour parler des femmes, on n'a pas pu tout dire. Quand j'ai dit que c'était un homme fidèle, oui, pour les femmes, il a eu plusieurs fidélités en même temps. Je vais abandonner un peu ma position de neutralité pour dire que Camus ne représente pas l'indigène, entre guillemets, dans ses romans. Pourtant, quelqu'un comme Emmanuel Robles, qui est à peu près du même cheminement, pour lui, les Arabes existaient, ils sont dans ses romans, et ils ne sont pas péjorés, ils ne sont pas caricaturés, ce sont des êtres de... Ça, c'est la première chose. Et puis l'argument selon lequel il ne connaissait pas les Arabes, entre guillemets, ne tient absolument pas la route, puisqu'en 37 ou 38, le PCA, le Parti communiste algérien, le recrute et le charge de recruter des Arabes de Bellecour. Donc, s'il a été recruté d'ailleurs par, je viens d'apprendre qu'il a été recruté par Roland Raïs, c'est Roland Raïs qui l'avait recruté au PCA, c'était pour faire venir les indigènes. Donc, on ne demande pas à quelqu'un qui ne les connaît pas du tout de recruter. Donc, c'est une position dans son univers chimiquement parfait. Il n'y avait pas de place pour les indigènes. Voilà, par ailleurs, l'étranger, tu es effectivement une espèce de cosmogonie qui est parfaite. Hein, je veux dire, où il n'y avait pas de place pour l'arabe, sauf pour être un criminel qui tue une victime, etc. C'est une représentation philosophique et ontologique comment dire, d'ennoblissement de cette horreur qui s'appelle colonialisme. Voilà. Oui. Il y a une question là, et puis d'abord ce monsieur. Oui, il y a de la dame aussi. J'en ai pour 3 secondes. Et c'est pas réellement une question. Prenez le micro, s'il vous plaît. Non, mais pour l'enregistrement. Oui, je voulais juste dire que malheureusement, le fait de parler l'arabe, de l'écrire et de le lire n'est pas une garantie pour l'indépendance de l'Algérie. J'en témoigne, ma mère, mon père, mon grand-père, beaucoup de gens de ma famille parlaient l'arabe couramment, côtoyaient les Arabes couramment, de par leur métier, etc. L'écrivaient, le lisaient, et pour autant, malheureusement pour moi, qui ne suis pas du tout dans cela, d'ailleurs j'ai longtemps pensé que je devais être une enfant adoptée, parce qu'il n'y a que moi qui pense comme ça, ils étaient tout à fait pour que l'Algérie reste française. Oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Non, j'ai bien écouté ce débat au sujet de Camus et pourquoi il ne parle pas des Arabes dans ses romans. Bon, moi je pense que c'est un faux problème, mais d'abord j'aimerais dire que moi je suis un amoureux de la littérature de Camus, je suis un amoureux de ses écrits. C'est lui qui m'a fait aimer, entre autres, la lecture, la littérature, parce que c'est un touche-à-tout, roman, théâtre, et c'est philosophique. L'un de mes préférés, c'est L'Homme révolté. On n'en parle pas assez, je trouve. Mais pourquoi il ne parle pas des Arabes dans ses romans, dans ses écrits? Bon, déjà, en tant que journaliste, il en parle. Hein. On vient de citer ses reportages sur la misère en Kabylie.
Déjà, il est né dans un quartier populaire, un quartier Bellecour, à Alger, où il a fréquenté ce qu'on appelait, entre guillemets, des indigènes. Il n'est pas né à Bellecour, hein. Il est né à Mondoville. Il a grandi dans le quartier de Bellecour, excusez-moi, où il a côtoyé des Algériens musulmans, où il en a connu. Ensuite, tout au long de sa carrière, il en a encore rencontré. Donc, pour moi, c'est un faux problème, parce que le travail de Camus, c'était un travail d'abord de réflexion philosophique. Hein, dans La Peste, il revient sur le nazisme à travers l'histoire de cette peste qui sévit à Oran, etc. Il y a des réflexions philosophiques très profondes, notamment dans l'étranger aussi, vis-à-vis de la condition humaine, entre autres. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, c'est un faux problème. Pourquoi il ne parle pas des Algériens, des musulmans? C'est vrai que dans l'étranger, on parle de l'arabe, etc. Pour moi, son message allait au-delà. Il y avait aussi un message politique. Il a quitté le Parti communiste parce qu'il trouvait que c'était devenait trop tyrannique, dictatorial, si ce n'est totalitaire. Après ce dont vous avez parlé, la révolte en Hongrie en 1956. Il y a toute Il le quitte aussi parce que le Parti communiste algérien avait changé d'attitude à l'égard des nationalistes algériens. Tout à fait. Mais en 1956, il avait quitté depuis 10 ans. Hein. Il l'avait quitté depuis 10 ans, voilà, il avait rendu sa carte. 20 ans. Il avait rendu sa carte. Et ce que j'adore chez Camus, c'est quand on le compare à Sartre, surtout. Alors que Sartre, lui, est resté fidèle au Parti communiste, la position de Camus, elle est radicalement différente. Et surtout, bon, le parcours de Camus et de Sartre n'est pas du tout le même. Camus vient d'une famille populaire, Sartre vient d'un milieu bourgeois. Moi, ce que j'aime chez Camus, c'est son parcours qui le différencie beaucoup de Sartre, c'est-à-dire cette ascension sociale. Et tout ça fait un peu sa célébrité, le côté qu'on aime beaucoup chez Camus. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc pour moi, vraiment, le fait qu'il ne parle pas des Arabes dans ses romans, dans ses écrits, pour moi, c'est un faux problème. Mais je comprends que les Algériens, ça les dérange, par contre, hein, du fait de leur histoire, de cette identité. Ça, je le comprends. Mais bon, moi, ce que je retiens surtout de lui, c'est son message humaniste, philosophique, sur la révolte, notamment, et surtout, sa volonté de justice sociale. Voilà, merci. Que pour les Algériens, Je sais pas, quelque chose sur Sartre-Camus, non? Ça, tout le monde sait bien que la position de Sartre, c'était que c'est l'histoire qui fait l'homme, alors que la position de Camus, c'est juste inverse, hein, c'est l'homme qui doit faire l'histoire. Bon, ça, c'est pour vous faire court. Et de toute façon, Camus disait, si pour le bonheur de l'humanité, on doit faire souffrir des gens, c'est qu'on s'est trompé. Ça, c'est sûr. Alors, contrairement à ce qu'a dit M. Anouar là-bas, je ne crois pas que Camus soit un homme politique. Camus, c'est un écrivain que, comme vous avez dit, monsieur, voilà, de qualité d'homme de théâtre, la correspondance que vous avez parlé, là, monsieur, avec Maria Cazares, mais il y a toutes les correspondances de Camus, que ce soit avec Louis Guillou, avec la famille Benisti, là, dont on a parlé tout à l'heure, avec René Char, avec Malraux, etc. Toutes les correspondances sont intéressantes. Celle avec Louis Germain aussi, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et parce que, voilà. Donc, pourquoi je dis que c'est pas un homme politique? Eh bien, parce que c'est un penseur, c'est un journaliste, donc il s'intéresse à ce qui se passe, etc. Mais bon, jamais il s'est présenté à un suffrage. Une fois, il a failli. Enfin, il a soutenu Mendès France. Ça a été un fiasco d'ailleurs. Et puis pourquoi pas à cette époque-là, en 58, j'en sais rien, moi j'étais un gamin, je savais même pas, si je savais que ça existait l'Algérie, mais à peine. Je pense que les gens qui étaient concernés par cette guerre, cette souffrance des deux côtés, une grande souffrance,
ben, il cherchait des solutions, voilà, il cherchait des solutions. Alors peut-être que c'était pas bien, là, ce qu'il a écrit, j'en sais rien, c'était peut-être mieux qu'avant, comme disait monsieur là tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, Camus, c'est pas un homme politique. Il a écrit des textes qui commentent, oui, des actes politiques. Et parfois, il a gardé le silence. Comme moi maintenant. Justement, moi, monsieur, je voulais vous demander, à propos de votre recherche, vous avez parlé de ce fameux topo de l'instituteur qu'il aurait envoyé à Camus. Alors, on ne l'a pas retrouvé chez l'instituteur, mais il l'a envoyé à Camus. Donc, dans les archives de Camus, on aurait dû le trouver. Alors, je vais vous répondre très précisément. Effectivement, Camus l'avait. À la mort de Camus, Francine Faure, la veuve, a renvoyé aux gens. Donc, par exemple, il a renvoyé à Louis Germain les lettres qu'il avait écrites. C'est lui le propriétaire. On est propriétaire des lettres qu'on écrit, pas de celles qu'on reçoit. Non, oui, on est propriétaire des lettres qu'on écrit. Oui, mais... Pas de celles qu'on reçoit. Et donc, la veuve de Camus a renvoyé à sûrement un tas de gens, dont Louis Germain, dans une enveloppe, tout ce qu'elle avait de Louis Germain, dont le fameux topo. Voilà comment c'est revenu. Voilà. Et c'est comme ça aussi comment ces lettres se sont retrouvées à la BNF, puisque Louis Germain les a envoyées, mais pas le topo, puisque le topo... voilà. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que là, on aurait pu comparer ce qu'avait écrit Louis Germain sur ses souvenirs de cette époque, et tel que c'est décrit dans Le Premier Homme. Ouais. Ouais. Mais dans ce travail entre Louis Germain et Camus, pour moi, la personne la plus admirable, c'est Camus. Parce que rester fidèle comme ça, et reconnaissant, toujours, la reconnaissance, c'est toujours, mon cher monsieur Germain, il dit même à un moment, mes enfants saluent leur grand-père spirituel. Enfin, je veux dire, c'était très très fort. D'autant plus fort qu'en fait, il partage plusieurs choses. Il faut savoir que Louis Germain aussi était orphelin de père, très attaché à sa mère, qui s'est mariée 3 fois elle aussi. Bon, voilà. Il avait des demi-frères, j'en parle là. Et puis, Louis Germain n'était pas entré... Enfin, bon, il a divorcé en 1924. À partir de là, son ex-femme qui avait des enfants, bon, il y a eu une coupure entre les enfants de Louis Germain et le père. Tant et si bien qu'il s'en plaint dans une lettre, Camus. Il s'en plaint à 2 reprises. Et donc, quelque part, peut-être que Louis Germain était le père de substitution de Camus, mais Camus était le fils de substitution de Louis Germain. Voilà. Et alors, c'est anecdotique, mais c'est quelque chose de très important. Donc, les 2 fils, il y a Marcel et Robert. Marcel, l'aîné, bon, plus ou moins quand même, il est resté en contact, il se voyait, voilà. Sauf après l'indépendance, puisque tout le monde est parti en France, sauf lui. Sauf Louis Germain et son épouse. En revanche, avec Robert, il dit d'ailleurs dans une lettre à Camus, Robert change de trottoir, je ne connais même pas ses enfants. Voilà. Donc moi, j'ai rien pu dire sur Robert là, je sais rien. Sauf que depuis que le livre est paru, des descendants m'ont contacté. De Robert. Et notamment la fille, qui est toujours vivante, de ce Robert, elle habite dans la région parisienne, et ses enfants, dont celui qui m'a contacté, il est au Canada, d'ailleurs, je comprends. Et voilà, donc je trouve que, pour moi, c'est une récompense, ça. C'est une vraie récompense de savoir que, grâce à ce livre, des liens ont pu être recréés, et voilà, c'est important de savoir d'où on vient, etc. Et ces gens, ils n'ont jamais entendu parler
Enfin, ici, ils savaient que leur grand-père s'appelait Louis Germain, qu'il avait des instituteurs de Camus, mais rien d'autre. Mais rien d'autre. Et là, ils ont, quelque part, ils se sont réconciliés, quoi, hein, avec leur ancêtre. Oui. Oui, Pardon, donc je voulais savoir aujourd'hui quelle est la place de Camus en Algérie. Est-ce que c'est par rapport aux auteurs algériens et puis sa place dans la littérature et dans la... L'autre jour, on a parlé de Fanon qui était repris par la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, Camus a une place particulière, est étudié dans l'Algérie d'aujourd'hui? je ne saurais pas te répondre, mais je sais que dans la littérature, il a encore de l'impact, puisque Kamal Daoud s'est fait connaître par un roman qui reprend l'histoire de l'arabe dans l'étranger qu'il développe. Donc il y a quand même Jemaï Kader, oui, Meursault contre enquête. Donc il y a encore cette ombre, c'est un géant Camus qui... Non, il n'est pas enseigné. Mais je sais pas, je pense pas qu'il soit enseigné. Ce que je sais, c'est qu'il il pose problème, puisque il y a quelques années, pour le centenaire, je crois en 2012, oui, 13, la fameuse caravane, il devait y avoir une caravane Camus dans laquelle était impliqué, je crois, Yasmina Khadra. Oui, en tant que directeur du centre culturel, il était voilà. co-organisateur de... Voilà, il devait aller en Algérie parler de Camus dans les écoles, les bibliothèques, etc. Et il y a eu une très forte résistance. Il y a une très forte résistance. Qui de qui? D'où? En Algérie. En Algérie, il y a eu une pétition signée par plusieurs intellectuels qui ont dit c'est du néocolonialisme, on vient nous redonner. Voilà. Donc ça reste un enjeu un peu polémique. Hein. On est encore dans cette... C'est-à-dire et Camus, il est normal qu'il ne soit pas enseigné au secondaire. Est-ce qu'un auteur algérien est enseigné au secondaire ici? Et en Algérie, déjà peu. Ouais. Il y en a pas. Oui, mais je veux dire, le problème de la caravane de Camus, c'est justement le fait qu'elle était parrainée par l'ambassade de France. Parle dans le micro. La caravane était parrainée par l'ambassade de France. Et donc, on a voulu faire jouer à Camus un rôle dont il doit être débarrassé. Camus doit rester un écrivain et non pas, pour certains, le justificatif aux sanglots de l'ancien colon, etc., etc. Camus doit être pris dans sa complexité. Il est un grand écrivain et un homme de son temps. Vouloir effacer ça et dire, voilà, vous êtes des nationalistes, vous, etc., pourquoi vous n'aimez pas Camus comme nous l'aimons? Non. Camus est un homme de son temps, avec quelque chose qui restera, qui est sa part romanesque, même avec cette part de douleur que les Algériens ressentent, et qu'il ne faut pas du tout croire que c'est un détail, au sens le pénis du terme. Ce n'est pas du tout un détail. Mais quand on le regarde comme ça, on se dit, moi par exemple, une fois, je me rappelle, j'avais été invité par France Culture, et on m'a dit, alors, qu'est-ce que vous auriez voulu dire à Camus? Et moi, je lui ai dit, mais comme ça spontanément, Camus, mon frère, pourquoi tu as eu honte de nous? Alors, c'est tout. Tant quand Camus est utilisé comme outil pour délégitimer la guerre d'indépendance, là, évidemment, c'est du travail néocolonial. Mais Camus, comme être humain, grand écrivain par ailleurs, et philosophe puissant dans certains de ses écrits, pas tous, dans certains de ses écrits, grand homme de théâtre. Moi, je trouve qu'il est plus grand homme de théâtre que romancier, enfin, c'est mon avis personnel. Voilà, ça, il restera, c'est Camus. Mais toutes les autres manipulations qui fait que, par exemple, le président Sarkozy, à un moment, pour lui, le nouveau philosophe, c'était Camus. Non, tout ça, c'est de la manipulation. Oui, c'est pas une référence du tout. Mais en même temps, l'utilisation politique de Camus déstabilise les Algériens. Évidemment, c'est normal. En même temps, le gouvernement algérien n'est absolument pas
un exemple de gestion de la société de manière démocratique, etc. etc. C'est ne pas confondre quelqu'un qui est hérissé par l'utilisation politique de Camus pour délégitimer la guerre d'indépendance et le travail de récupération que fait le gouvernement algérien, cette rente mémoriale dont parlait quelqu'un, qui est évidente. Donc voilà, moi quand je parle de Camus, je parle aussi de mon père. Mon père a vécu l'humiliation de la guerre d'indépendance. Quelqu'un lui avait dit un jour, vous serez indépendant quand les chevaux apprendront à écrire. C'est resté dans le cœur de mon père, cette humiliation-là. On peut dire ce qu'on veut. C'était ça, le communisme. Et moi, j'ai dit un jour que le côté le plus positif du colonialisme, c'était sa fin. Voilà, Je peux dire un tout petit mot, parce que je voudrais quand même dire qu'il y a une différence entre les positions officielles, dont on peut penser qu'elles sont instrumentalisées dans tous les sens, hein, et la réalité du terrain. Et moi, je travaille beaucoup sur les écrivains algériens, et j'en connais un nombre incroyable qui parlent de Camus dans leur œuvre, qui écrivent leur œuvre en dialogue avec celle de Camus. Hamid Gain, par exemple, il y a énorme, on pourrait en citer vraiment une dizaine, hein, facilement. Donc il travaille, il hante les imaginaires et les consciences algériennes. Et il est joué aussi par des troupes estudiantines, par moi j'ai vu les Justes représentés en Algérie par des étudiants, juste après la décennie noire. C'était quelque chose. Dans le Irak, il n'y avait pas des slogans. Oui, aussi, entre autres. Parmi les slogans inventés magnifiques, avec quelques phrases de Camus. Oui. Alors, est-ce qu'il y a... Je peux simplement poser une question. Est-ce qu'il y a vraiment une polémique aujourd'hui sur Camus? À l'évidence, politiquement, elle s'est trompée. Oui, il y a eu tort. Répétez. Non, je posais la question de savoir s'il y avait une polémique encore aujourd'hui sur Camus. Je pense qu'à l'évidence, tout le monde aujourd'hui pense qu'il s'est trompé politiquement. Ça n'empêche pas son œuvre. Ça n'a pas l'air d'être l'avis de tout le monde, hein, justement. Oui, ben oui. Une autre question, mais elle est anecdotique, ça. Germain, c'était la famille de... Le Germain de la Medjidja, là, qui était... Bon. Non, pas du tout. Alors, puisque vous voulez parler des ancêtres de Louis Germain, alors déjà, le nom lui-même, c'est un prénom, parce que c'est un prénom, c'est le prénom de son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père était tisserand à Montance, à côté de Gaillac. Oui. Et donc, il était né de père inconnu, et quand il s'est marié, sur l'acte de mariage, sœur Germain, tisserand à Montance, et donc son épouse. Son premier fils, Jean Martin, qui lui s'est engagé dans l'armée comme infirmier, et donc c'est lui qui est allé en Algérie dès le début de la colonisation. Ça s'appelait donc Jean-Martin Germain. Il a eu d'autres enfants, ce sieur Germain, et là, on a dû lui dire entre-temps, mais si tu ne connais pas ton père, tu dois porter le nom de ta mère. Et donc, sa mère, c'était Guiraud, hein, enfin, c'est un nom du coin, hein, Guiraud, et donc les enfants qui sont nés après, ce Jean-Martin, sont tous appelés Guiraud. Voilà. Et alors, bizarrement, il n'y en a aucun qui est descendant. Seulement Jean-Martin a eu des enfants, voilà. Dont, alors des filles, sauf Philippe, qui était donc le père de Louis Germain, et Philippe, il est allé aussi à l'école normale d'Abou Zaréa, mais il s'est fait renvoyer pour une question religieuse, en fait, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas encore la séparation de l'Église et de l'État, donc la religion avait beaucoup d'importance à l'école. Il y avait un crucifix dans les classes, hein, voilà.
Et je ne sais pas s'il il avait, à la communion, plutôt que de prendre l'hostie, il l'avait glissé dans le missel, dans le but certainement de s'en débarrasser, et donc ça lui a valu d'être exclu. Voilà, ce qui explique l'anticléricalisme forcené de Louis Germain, et puis bon, souvent de tous les instituteurs de la Troisième République. Hein, voilà. Et Jean Martin s'est marié 3 fois aussi, et la 3e fois avec une fille de Rieux à Toulouse. Voilà. Comme quoi, le monde est petit. Hein. Oui. Alors ça va peut-être être la dernière intervention. Qui est Camus? Je voulais juste dire qu'il y a, pour moi, qu'il y a une sorte de paradoxe, parce que Camus, c'est l'un des rares écrivains, ou sinon c'est le seul, qui a essayé d'aller le plus loin possible pour désamorcer le conflit algérien. Et puis après, quand on voit la suite, on se dit, il aurait dû peut-être garder le silence après. Parce qu'on risque de se faire lyncher par les épées noires, on l'a vu, en 56, je pense. Il, comment dire, était assez courageux pour aller contacter le FLN pour arrêter le conflit. Et puis après, quand on a vu moi, je n'ai pas lu les chroniques algériennes, mais quand j'entends ça, ça me désole, en quelque sorte. D'aller dans une ethnicisation, pour moi, il y a vraiment un paradoxe par rapport à Camus. Voilà. Je peux répondre. En fait, à l'époque, il faut se remettre à l'époque. La réponse par l'ethnicisation est tout à fait fréquente. Je veux dire, un pays comme l'Afrique du Sud était réputé un pays tout à fait fréquentable. Je veux dire, les pays par le monde où les différenciations politiques sur la base d'ethnie, souvent dans le cadre d'une situation coloniale, étaient tout à fait fréquentes. Hein, je veux dire. Donc l'époque voulait ça, en fait. Et quand vous dites que vous êtes désolé, oui, on peut, parce que c'est caricatural comme position. Mais l'époque, à l'époque, on ne trouvait pas ça caricatural. Donc c'est pour ça que je dis, il faut séparer cet homme politique qui s'est trompé, mais largement, je dis, surtout en 58, et le romancier. Le romancier qui est un grand romancier, etc., je veux dire, c'était indéniable. Et en même temps, même en étant romancier, il a ces creux qui révèlent ce que signifiait vivre dans un pays où il y avait une injustice fondamentale qui était colonialisme. Voilà. On n'échappe pas au séisme. Qu'auriez-vous pensé, par exemple, d'un écrivain sud-africain parlant de l'Afrique du Sud uniquement du côté blanc? Là, la question ici aurait paru, comment c'est scandaleux, c'est exactement ce que fait l'époque, comment dire, l'apartheid a continué jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que ce que je dis, c'est pas mais, oui, mais l'apartheid existe depuis les années, depuis le début du siècle dernier. Oui. Donc, cette époque-là trouvait normal, comment dire, la subordination d'êtres humains par d'autres êtres humains. Voilà. Et je vais vous donner par exemple aussi, parfois, comment cette idée-là reste encore forte. J'ai été une fois, il y a un réalisateur qui me téléphone pour me dire voilà, qu'il voulait faire un film sur donc, la guerre d'Algérie, etc. Et qu'il prévoyait quatre pans. La voix de quelqu'un qui est donc, partisan de l'indépendance, la voix d'un harki, la voix d'un soldat français, la voix de quelqu'un d'un Français d'Algérie. Et donc on discute, etc. Donc, il voulait me demander de faire le scénario de celui qui était pour l'indépendance. Et donc, dans la discussion, donc lui, il a toujours dit guerre d'Algérie, et moi, tout à fait naturellement, j'ai dit guerre d'indépendance. Et il m'a dit, ah, vous dites-vous guerre d'indépendance?
Et la conversation a continué, mais j'ai compris qu'en réalité, ce mot-là, le gêné, elle ne m'a plus du tout recontacté. Et là, ce film-là qui devait se faire donc, avec des films en France 2, la partie de l'indépendantisme avait été en fait confiée à un scénariste tunisien. Et le film ne s'est pas fait ensuite. Voilà. Mais voilà, c'est... Alors, pour compléter votre information, je voudrais revenir. Le grand écrivain sud-africain John Maseru Coetzee, prix Nobel de littérature, écrit sans jamais dire quelle est la couleur des personnages. Oui, mais dans les bouquins de Camus, on sait que les personnages, ils ont tous des noms français. Il n'y a pas d'Omar, il n'y a pas d'Ahmed, il n'y a pas de Mouloud, il y a... Sauf dans le premier. Voilà. D'abord, moi je parle des livres qui ont eu leur effet lorsqu'il était vivant. Le premier homme date, il est paru bien après, il est non fini, etc. Et à l'époque, la guerre d'Algérie était déjà terminée. Non, mais le premier homme était vivant quand il l'a écrit. Il a pu Oui, mais même quand on lit même quand on lit, là on est le bad cop, good boy. Même quand on lit le premier homme, on ne sent pas qu'il est pour l'indépendance d'Algérie. Ah non, bien sûr. Bien sûr que non. Il n'a jamais. Oui. Donc, Alors, moi, je voudrais juste dire 2 mots depuis tout à l'heure, je voudrais les placer quand même. Une question de sémantique. Vous parlez de guerre d'Algérie ou guerre de libération. Et moi, je reviens dans la présentation qu'a faite, de la soirée qu'a faite Areski Metref, tu as parlé de la question subjective. Et Martine rebondit aussi dans sa présentation. Elle parle de questions subjectives. Donc, vu les références que fait M. Anouar sur la position d'un point de vue politique de Camus, je ne comprends pas comment vous pouvez utiliser la question subjective qui est suscitée dans les milieux algériens ou intellectuels algériens, d'une part, et d'autre part, comment aussi on peut considérer que Camus n'était pas un homme politique parce qu'il n'a pas occupé de poste politique, alors que sa position sur la question du colonialisme dans les textes que rappelle Anouar Abdelmalek, là, on ne peut pas nier qu'il avait des positions politiques. Bah, sur la question subjective, c'est pour dire que dans cette ambiguïté de Camus, hein, pour rester encore mesuré, on a, Martine l'a dit, chacun appréhende les choses du point d'où il parle, ou d'où il entend plutôt. Hein. Et donc, on intègre les choses avec ce qu'on est. Il y a indéniable la preuve hein, sur la question de... on ne ressent pas les choses de la même manière. Il y a quand même une part de subjectivité et d'appartenance. Quand Camus dit dans cette chronique qu'il projetterait un parlement avec une chambre un peu des représentants musulmans et d'autre part, c'est profondément injuste, mais quelque part c'est une avancée par rapport à la situation d'alors. Mais ça reste quand même de l'apartheid, enfin pour moi, hein, ça reste, et quelqu'un d'autre vous dira non, c'est une avancée parce qu'à l'époque, oui, on n'avait même pas le droit d'élire, ou alors on élisait 1 pour 10, etc. Donc il y a une part effectivement de la façon dont l'absurde, la représentation, on ne le ressent pas de la même manière. On peut le ressentir comme un procédé littéraire parfaitement, une espèce de scotomisation de la question qui nous pose problème, et comme on peut le ressentir comme quelque chose d'absolument blessant pour nous de ne pas être représenté. Voilà, donc il y a indéniablement une part subjective. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la guerre. Il y a les guerres, c'est parce qu'il y a aussi des choses subjectives. C'est parce qu'il y a aussi des appréhensions différentes, etc. On ne traite pas les choses seulement en mathématiciens. On les traite aussi avec... Voilà pourquoi j'ai parlé de subjectivité. Et puis, de toute façon, la question autour de Camus ne sera jamais réglée parce que, justement,
il n'y a pas assez d'éléments objectifs. On est encore dans la passion on est encore dans la passion de ce combat-là, et voilà, on continue. On l'a vu dans ce débat, hein. On a vu le monsieur qui dit, il a raison, il n'a pas tort, hein, de dire non, moi ça ne me pose pas problème qu'il écrive, qu'il ne représente pas l'arabe. Ben moi ça me pose un très 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 gros problème. Parce que j'ai lu Camus, j'ai lu L'étranger à Bellecour, j'avais 15 ans, et je vois pas les Arabes qui étaient là avec lui, etc. Il décrit la rue de Lyon, à un certain moment il décrit la rue de Lyon, et c'est pas la rue que je connais, enfin je veux dire, hein, voilà, ça me pose problème. Même si je reconnais que, non, je veux pas relancer le débat parce que de toute façon c'est comme ça, parce qu'il y a justement les subjectivités qui font que... Je voudrais ajouter un mot. Qu'il soit bien clair que être pour la guerre d'indépendance, être pour l'indépendance de l'Algérie, ça ne signifie en rien être quelqu'un qui soutient la manière dont le FLN a géré la guerre. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Rapt, où le centre du livre, c'est le massacre de Melouza, commis par le FLN contre un autre groupe indépendantiste. Donc, on peut être extrêmement sévère envers le FLN, envers donc les combattants de ceux qui vont rendre l'Algérie indépendante, et ne pas leur pardonner certains des crimes qu'ils ont commis. Comme par exemple, pendant la résistance, en France, pendant l'occupation nazie, il y avait des résistants qui étaient admirables, et il y a eu des choses beaucoup moins admirables qui ont été faites. Mais l'idée de combattre pour l'indépendance de la France et l'idée de combattre pour l'indépendance de l'Algérie, elle repose sur le même fait. On n'accepte pas, personne n'accepte que quelqu'un lui dise, toi et tes enfants, par votre naissance, vous nous êtes inférieurs. Voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais juste préciser une chose dans ce que vous venez de dire, c'est juste très rapidement. Quand Camus parle de la misère en Camus, il faut rappeler aussi que la question de la représentation politique des Algériens musulmans est déjà posée par le projet Blum-Violette. C'est lui qui en est le rédacteur. Oui. En 1936 par les socialistes. Voilà. Et que Camus grandit dans cette époque-là, projet Blum-Violette, il connaît très bien. Par ailleurs, il faut rappeler que la société coloniale à l'époque en Algérie, les Algériens musulmans, les Blancs, les Européens, si vous préférez, sont séparés. On vit dans une société coloniale où, on le dit, on le sait, les deux sociétés, les Européens d'un côté, les Algériens musulmans de l'autre, sont séparés. Et c'est ce qui, d'ailleurs, se retranscrit dans cette œuvre de Camus, ce partage, cette séparation. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais la question qu'il faudrait se poser maintenant, c'est de savoir si on peut considérer que Albert Camus est-il un auteur français, est-il un auteur algérien, est-il un auteur méditerranéen? Pour moi, c'est un auteur universel, dont le message parle à tout le monde. Voilà. Ben, de toute façon, par définition, la littérature doit être universelle. Hein. Ça ne concerne pas que Camus. Quand on prend la plume, c'est pour écrire des choses sur la nationalité. Je me souviens avoir assisté à une conférence de presse de Toni Morrison, l'année où elle a eu le Nobel. Un journaliste lui a dit, Madame Morrison, est-ce que un jour vous mettrez un personnage blanc dans vos romans? Parce qu'elle écrit, tous ces personnages sont noirs. Elle lui a dit, est-ce que vous aurez posé la question à un écrivain blanc s'il mettrait un... voilà, donc on est aussi quelque part l'émanation de groupes, et la littérature c'est aussi ça, hein, elle est universelle, mais elle part aussi de quelque part. Je crois que, oui, Moussa, tu vas clore. Bon, clore, non. Attends, tous ces écrivains, tous les universitaires n'ont pas clos. Non, je veux dire, ça va être la dernière intervention, oui, parce qu'il faut bien arrêter. Là, moi, une chose,
il n'y avait pas de séparation en Algérie entre les Européens et les Arabes. Il y avait une domination. Il n'y avait pas de séparation. C'est pas les Arabes vivent de leur côté et puis les Européens de leur côté. Non, il y avait spoliation, il y avait expropriation des terres, il y avait exploitation. Donc c'est pas une séparation du genre deux communautés qui vivent l'une à côté de l'autre. Non, c'est une communauté, minorité, qui par la force, par la violence, soumettait la majorité à l'injustice, à la misère. Voilà. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est que cet homme si intelligent, si brillant, n'ait pas pu voir cette chose, passer à côté de cette chose toute simple. Toute simple. Voilà. Il y a une communauté qui est exploitée. Il est allé la voir en Kabylie, il l'a décrit, et puis il est passé à côté après. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, si vous voulez vous faire dédicacer les livres.